Pendant 26 épisodes, elle a été la femme la plus puissante de France. Son visage était sur toutes les couvertures, son nom sur toutes les lèvres. Puis, en une seule nuit, en l'espace de quelques secondes sur une route départementale humide, elle est devenue la femme que la France allait oublier. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'un accident tragique. C'est l'histoire, bien plus complexe et cruelle, de ce qui vient après le silence. L'histoire de la star intouchable brisée en une nuit, et de la femme invisible qui a dû apprendre à survivre quand les caméras se sont détournées. Pendant un bref et intense moment au milieu des années 80, Chantal Nobel incarnait une forme de perfection médiatique. Dans le feuilleton Château Vallon, suivi par des millions de téléspectateurs chaque semaine, elle n'était pas juste une actrice, elle était un phénomène. Mais derrière ce succès foudroyant se cachait une histoire bien plus âpre que les scénarios de la série. Dans cette vidéo, nous allons disséquer la mécanique de cette gloire, mais surtout, nous allons plonger dans l'abîme qui a suivi. Vous découvrirez les détails troublants de cette nuit fatidique du 28 avril 1985, des faits qui dépassent la simple version officielle. Plus loin, nous exposerons la réaction glaciale d'une industrie qui l'a adulée puis effacée. Et enfin, nous tenterons de comprendre comment, dans l'anonymat le plus total, elle a mené le combat le plus important de sa vie. Pour ne rien manquer de ce récit, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Mais d'abord, pour saisir l'ampleur de la chute, il faut comprendre la patiente construction de l'ascension. Avant la chute, il y a eu une carrière bâtie méticuleusement, loin des éclats de la gloire instantanée. Chantal Nobel n'est jamais arrivée par hasard. Avant que son nom ne devienne indissociable de Château Vallon, elle était une artisane du jeu, une actrice qui a passé près de 20 ans à polir son art, à construire sa crédibilité, rôle après rôle, sans jamais brûler les étapes. Née Chantal Bonneau à Rouen, elle porte en elle une blessure fondatrice qui, sans qu'elle le sache, va forger la résilience dont elle aura désespérément besoin plus tard. À l'âge de 11 ou 12 ans, elle perd son père. C'est une rupture brutale, une confrontation précoce avec l'irréparable qui la force à développer une maturité émotionnelle en accéléré. Sa mère se remarie plus tard avec un pharmacien, Bernard Loisel, qui offre au foyer une stabilité matérielle, mais le vide laissé par cette première absence ne sera jamais comblé. Ce deuil initial installe en elle un besoin de contrôle, de maîtrise. Le métier d'actrice devient alors plus qu'une simple ambition, c'est un refuge. Une arène où les émotions peuvent être disséquées, comprises, et surtout, maîtrisées. Imaginez-vous à sa place, adolescente dans la France des années 60, cherchant un moyen de donner un sens à ce chaos intérieur. Elle trouve sa voie au Conservatoire de Rouen, qu'elle intègre à seulement 14 ans. Elle y suit une formation rigoureuse, loin de toute complaisance. C'est là qu'elle commence à se construire une identité professionnelle. Elle joue d'abord sous son vrai nom, Chantal Bonneau, puis tente brièvement Jackie Nobel, avant de se fixer sur Chantal Nobel, un nom qu'elle juge plus élégant, plus durable. Ce n'est pas une coquetterie, c'est un acte fondateur, la création consciente d'un personnage public, une armure pour affronter le monde. Elle ne cherche pas à être une vedette, elle se prépare à durer. Après Rouen, elle intègre le prestigieux Conservatoire d'art dramatique de Paris à 17 ans, confirmant un talent qui ne demande qu'à s'épanouir. Sa première véritable percée ne se fait pas devant une caméra, mais sur les planches. À tout juste 20 ans, en 1968, elle joue dans Boing Boing, une des comédies de boulevard les plus populaires de l'époque. La pièce est une machine de précision qui exige un timing comique au millimètre, une endurance à toute épreuve et une connexion instantanée avec le public. Le rythme est effréné, le texte fuse, et la moindre erreur est immédiatement sanctionnée par la salle. Chantal Nobel y fait ses armes et apprend à capter l'attention sans la forcer, à maîtriser sa présence. C'est sur cette scène qu'elle développe cette aura de contrôle et d'intelligence qui deviendra sa marque de fabrique. Elle n'est pas exubérante, elle est précise. Elle ne séduit pas, elle convainc. Les rôles au cinéma et à la télévision arrivent ensuite progressivement. Elle apparaît dans des films comme La Main Noire ou La Honte de la famille, des productions qui ne la transforment pas en star, mais qui accomplissent quelque chose de plus fondamental, elles la rendent fiable. Les réalisateurs la remarquent, les directeurs de casting retiennent son nom. Tout au long des années 70, elle navigue avec une constance remarquable entre le grand et le petit écran. Elle tourne sous la direction de cinéastes populaires comme Jean Giraud ou Richard Balducci. Elle apparaît dans des séries qui privilégient souvent une forme de retenue, une intensité discrète. Ce ne sont pas des rôles spectaculaires, mais des compositions solides qui assoient sa réputation d'actrice sérieuse et travailleuse. Le véritable tournant se produit en 1979 avec la mini-série La Lumière des Justes, une adaptation d'une œuvre d'Henri Troyat. Dans cette fresque historique, elle décroche le rôle principal et prouve sa capacité à porter un personnage complexe sur la durée, à maintenir une crédibilité émotionnelle épisode après épisode. Cette performance change son statut. Au début des années 80, les producteurs ne la voient plus comme un second rôle de qualité. Ils la voient enfin comme une tête d'affiche potentielle.
Cette potentialité va exploser en 1985. Le rôle qui va la définir arrive avec Château Vallon. Dès son lancement, la série est marketée comme le Dallas à la française, la réponse nationale aux grands feuilletons américains sur les dynasties familiales, le pouvoir et la trahison. Mais ce qui ancre véritablement l'histoire et captive le public, c'est le personnage de Florence Berg, qu'elle incarne. L'interprétation de Chantal Nobel est saisissante parce qu'elle déconstruit les stéréotypes. Florence Berg n'est ni une potiche décorative, ni une victime passive. Elle est une femme de pouvoir, une journaliste ambitieuse, stratégique, émotionnellement complexe et visiblement en contrôle de son destin. À une époque où de tels personnages féminins sont encore rares à la télévision française, elle apparaît comme résolument moderne, parfois dérangeante, mais toujours magnétique. Le succès est immédiat et colossal. Les audiences pulvérisent les records. Le générique, interprété par Herbert Léonard et coécrit par un certain Julien Lepers, devient un hymne que toute la France fredonne. La couverture médiatique est intense. À 36 ans, Chantal Nobel atteint un sommet que peu d'acteurs connaissent. Elle a décroché le rôle qui définit une génération et qui semble lui promettre une carrière longue et prestigieuse. Des projets de cinéma sont évoqués, sa place dans l'industrie paraît inébranlable. Rien, absolument rien ne laisse présager que cette ascension fulgurante va être stoppée net. Aucun signe avant-coureur, aucune lassitude, aucun scandale. Et c'est précisément cette apparente solidité qui rend la suite si brutalement dévastatrice. Car l'effondrement de sa carrière ne sera pas une lente érosion. Il se produira en une seule nuit, entre le plateau d'une émission de télévision et un virage humide sur une route dont personne, ou presque, n'avait jamais entendu parler. La nuit où tout a basculé n'a pas commencé par un drame, mais par la routine d'une star au sommet de sa popularité. Le samedi 27 avril 1985, Chantal Nobel n'est pas sur un plateau de tournage, mais à Magny-Cours, invitée d'un événement automobile. L'ambiance est décontractée, presque festive. Rien ne presse. Mais son agenda est celui d'une femme très demandée. En fin d'après-midi, elle prend un avion pour Paris. Elle est attendue sur le plateau de Champs-Élysées, l'émission de variété la plus regardée du pays, animée par Michel Drucker. Son passage à l'antenne est impeccable. Elle est posée, souriante, l'incarnation même du succès maîtrisé. Les millions de téléspectateurs qui la regardent ce soir-là voient une femme au contrôle absolu de son image et de sa carrière. Rétrospectivement, cette émission est devenue insoutenable à regarder. Non pas pour ce qui s'y dit, mais parce qu'elle a figé dans le temps la dernière image publique de Chantal Nobel, intacte et au sommet. Après l'enregistrement, peu avant minuit, elle retrouve le chanteur Sacha Distel. Elle dispose de son propre chauffeur pour la soirée, un détail qui, plus tard, pèsera lourd de sens. Distel lui propose de la raccompagner. Il n'y a aucune tension apparente, aucune urgence, juste deux célébrités quittant Paris à bord d'une voiture puissante, une Porsche, en direction du sud. Vers 3h20 du matin, ils pénètrent dans le hameau de Maltaverne, sur la commune de Tracy-sur-Loire. La route est un tronçon de l'ancienne Nationale 7, une départementale connue des habitants pour son tracé sinueux et dangereux. Cette nuit-là, la chaussée est humide et glissante. L'humidité, combinée au marquage routier en plastique, très courant à l'époque, crée des conditions parfaites pour une catastrophe. Dans un virage serré, la Porsche décroche. La voiture dérape, pivote sur elle-même et vient s'encastrer violemment contre un poteau en béton. L'impact est d'une brutalité inouïe. Sacha Distel, au volant, s'en sort avec des blessures relativement légères. Chantal Nobel, elle, est dévastée. Son corps a absorbé l'essentiel de la violence du choc. Elle souffre d'une fracture du bassin, de multiples fractures au bras, et de traumatismes faciaux extrêmement graves. Lorsque les secours arrivent, son état est jugé critique. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital, où elle est immédiatement plongée dans un coma artificiel. Pendant 40 jours, elle reste entre la vie et la mort, inconsciente, son avenir suspendu à un fil. Durant cette attente insoutenable, le pays retient son souffle. La presse s'empare de l'affaire, les rumeurs les plus folles circulent, comblant le vide laissé par l'absence d'informations officielles. Mais à l'intérieur de l'hôpital, une autre violence se prépare, plus insidieuse. Alors que Chantal gît, incapable de parler, de bouger ou de se défendre, des journalistes parviennent à déjouer la sécurité. Des photographies sont prises dans sa chambre d'hôpital, à son insu. Des images de son corps blessé, de son visage tuméfié, sont publiées dans la presse à scandale. L'intrusion est si choquante, la violation de l'intimité si abjecte, qu'elle conduira à une décision de justice historique. La jurisprudence Chantal Nobel reconnaîtra pour la première fois qu'une chambre d'hôpital est un lieu de vie privée, protégeant ainsi les futurs patients de telles agressions médiatiques. Une protection juridique essentielle, mais acquise au prix d'une humiliation personnelle immense. Lorsqu'elle se réveille enfin du coma, après presque 6 semaines de lutte, l'étendue des dégâts devient tragiquement évidente.
Elle est handicapée à vie, avec un taux d'invalidité qui sera plus tard estimé à 80%. Marché nécessitera une aide permanente. Son autonomie est anéantie. Le métier d'actrice, du moins tel qu'elle l'a connu, un métier qui exige une maîtrise totale de son corps, n'est plus une option. La bataille judiciaire qui s'ensuit est une nouvelle épreuve. Chantal Nobel porte plainte contre Sacha Distel pour blessures involontaires. Leur version de la nuit de l'accident diverge. Il affirme avoir conduit prudemment, elle maintiendra lui avoir demandé à plusieurs reprises de ralentir. Le tribunal finira par condamner Sacha Distel à une peine d'1 an de prison avec sursis et à une amende. Sur le plan légal, l'affaire est close. Mais sur le plan humain, pour Chantal Nobel, rien n'est résolu. L'industrie du spectacle, elle, a déjà tourné la page. Les productions s'adaptent, les scénarios sont réécrits. Château Vallon continue sans elle, mais le cœur de la série a disparu. Et Chantal Nobel, hier encore reine incontestée du petit écran, se retrouve brutalement absente. Non par choix, non par déclin artistique, mais parce qu'une seule seconde dans un virage a pulvérisé l'avenir que tout le monde, et surtout elle, croyait acquis. Survivre à l'accident n'était que la première étape. Pour Chantal Nobel, le réveil du coma n'a pas été une libération, mais le début d'un combat beaucoup plus long, plus intime et plus silencieux, celui de la reconstruction. Les dommages physiques étaient irréversibles. Les médecins ont été formels dès le début, sa mobilité ne reviendrait jamais complètement. Chaque geste du quotidien, autrefois instinctif, devenait une épreuve qui exigeait de l'aide, de la concentration et une patience infinie. La douleur était une compagne de tous les instants. Mais la blessure la plus profonde n'était pas visible. C'était la prise de conscience brutale que sa carrière, cette identité qu'elle avait mis 20 ans à bâtir, lui avait été arrachée. La rééducation est devenue sa nouvelle vie, son travail à plein temps. Elle a passé des mois interminables dans des centres spécialisés, à réapprendre des mouvements élémentaires. Les progrès étaient lents, souvent décourageants, toujours épuisants. Et pendant ce temps, le monde du spectacle, qui l'avait porté au nu quelques semaines plus tôt, s'est muré dans un silence assourdissant. Les appels téléphoniques ont cessé. Les projets qui semblaient si prometteurs se sont évaporés. Il n'y a pas eu de communiqué officiel, pas de rupture de contrat formel, juste une absence, un vide qui s'est installé. 6 mois à peine après l'accident, alors qu'elle était encore en fauteuil roulant, Chantal Nobel a pris une décision qui en dit long sur sa volonté de s'accrocher à la vie. Elle a épousé Jean-Louis Jullian, un joaillier de Saint-Tropez qu'elle avait rencontré avant le drame. Ce mariage, célébré dans la plus stricte intimité, n'était pas une mondanité, c'était un acte de survie. Jullian était resté à ses côtés pendant les jours les plus sombres, quand la célébrité ne lui était plus d'aucun secours. Leur union était un pacte de résilience, fondé non pas sur l'image publique, mais sur l'endurance face à l'adversité. Peu après, le couple a quitté Paris pour s'installer à Ramatuelle. Ce n'était pas une retraite annoncée, mais dans les faits, c'en était une. Ramatuelle lui offrait ce que Paris ne pouvait plus lui donner, la paix, la distance et l'anonymat. Là-bas, elle a commencé à reconstruire, pièce par pièce, une existence qui ne tournait plus autour des plannings de tournage et des attentes du public. Ce qui a rendu cette période si amère, ce n'est pas seulement la perte de son métier, mais la désertion de ceux qui gravitaient autour de son succès. Des années plus tard, elle en parlera avec une lucidité désarmante. Avant l'accident, dira-t-elle, mes amis, je ne les comptais pas, j'étais tout le temps environné de gens. Après, le cercle s'est brutalement rétréci. Mes vrais amis, je les compte sur les doigts d'une seule main, peut-être 2. Le constat est cruel mais éclairant, beaucoup n'étaient pas attachés à la femme, mais à la star. La plupart se sont simplement éclipsés, sans un mot. Pourtant, elle n'a pas abandonné tout espoir. Le désir de jouer ne s'éteint pas sur commande. Il faisait partie de son ADN. En privé, elle continuait à suivre l'actualité du cinéma et de la télévision, à lire des scénarios, se demandant s'il existerait encore une place pour elle, même différente. Mais l'industrie avait évolué, et elle n'était plus la même. Le handicap n'était pas une variable que les producteurs ou les scénaristes savaient gérer. Les rôles étaient écrits pour des corps normaux, capables de se mouvoir sans contrainte. Le silence est donc devenu sa seule réponse face à une porte qui ne s'est jamais entr'ouverte. À la fin des années 90, il est devenu évident que cette absence était définitive. Chantal Nobel n'était plus simplement en retrait. Elle avait été effacée, poliment mais fermement. Et c'est au cœur même de cet effacement qu'elle a réussi l'impensable, se bâtir une nouvelle vie, définie non par ce qu'elle avait perdu, mais par ce qui lui restait. Une vie de retenue, de dignité, et le refus obstiné de transformer sa douleur en spectacle. Alors que le public la croyait disparue, elle menait une longue et discrète négociation entre la perte et l'acceptation. Au milieu des années 90, plus de 10 ans après l'accident, le nom de Chantal Nobel était devenu pour beaucoup un souvenir, une question sans réponse. On se rappelait son visage, son autorité à l'écran,
mais on ignorait tout de sa nouvelle vie. Ce long silence a été rompu en 1996, lorsqu'elle a accepté de revenir sur un plateau de télévision, celui de Studio Gabriel, à nouveau face à Michel Drucker. Le symbole était puissant. L'animateur qui l'avait reçu quelques heures avant que sa vie ne bascule lui offrait un espace pour reprendre la parole. Son arrivée sur le plateau fut un choc. Elle avançait lentement, s'appuyant sur une canne, le corps visiblement marqué par l'épreuve, mais le regard intact. Le public n'a pas vu une victime, mais une survivante. Elle n'a pas cherché la pitié, elle a imposé le respect. Avec un calme et une précision qui forçaient l'admiration, elle a verbalisé une réalité que beaucoup d'artistes blessés taisent. Elle a parlé de la solitude, de ce téléphone qui ne sonne plus, des amis qui se sont évaporés. Puis, le moment de vérité est arrivé. Drucker lui a posé la question que tout le monde se posait, voulait-elle encore jouer? Sa réponse a fusé, immédiate, sans l'ombre d'une hésitation, oui, absolument. J'attends. S'il y a un metteur en scène qui me veut, eh bien qu'il m'engage. J'irai avec ma canne. Cette phrase, lancée non comme un défi mais comme une simple évidence, a résonné dans le studio. C'était un appel, une déclaration de désir et de disponibilité. Le public a répondu par une ovation. Des centaines de lettres de soutien ont afflué. Pendant un court instant, on a pu croire qu'une porte allait enfin se rouvrir. Les conditions semblaient réunies. Elle était toujours aussi charismatique, son intelligence du jeu était intacte. Le handicap n'avait en rien altéré son talent. Mais la réaction la plus importante, celle du métier, n'est jamais venue. Pas un seul appel. Aucune proposition de rôle, même modeste. Pas un casting, pas même une rencontre pour en discuter. Ce qui est alors devenu cruellement clair, c'est que l'industrie était prête à applaudir sa résilience, mais pas à lui offrir un travail. L'admiration ne se convertissait pas en opportunité. Les castings continuaient de privilégier la norme physique, et personne n'a eu l'audace ou l'imagination d'écrire un rôle pour une femme qui se déplaçait avec une canne, sauf si le handicap était le sujet même de l'histoire. Avec le temps, l'espoir s'est amenuisé. Chantal Nobel n'a jamais mené de campagne publique. Elle n'a accusé personne. Elle a simplement regardé la réalité en face et a agi en conséquence. Dans de rares interviews bien plus tard, elle reconnaîtra ce moment avec une lucidité sans amertume, il y a eu une fenêtre de tir, un moment où un retour aurait été possible, mais cette fenêtre s'est refermée sans bruit. Au début des années 2000, elle a fait le deuil de sa carrière. Elle regardait, de loin, Château Vallon être rediffusé, acquérir un statut de série culte, et de nouvelles générations découvrir le personnage de Florence Berg sans connaître le prix que cette performance avait coûté à son interprète. Elle a laissé l'histoire s'écrire sans elle, trouvant dans l'amour des siens et dans la tranquillité de sa vie à Ramatuelle une forme de paix que la célébrité ne lui avait jamais offerte. Alors que les décennies passaient, la vie de Chantal Nobel a trouvé un nouvel équilibre, loin de l'agitation médiatique. Ramatuelle n'était plus un refuge, c'était devenu son port d'attache, son monde. Un monde organisé autour de sa famille, des routines simples et des limites physiques qu'elle avait appris à apprivoiser. Son mariage avec Jean-Louis Jullian a été l'encre de cette seconde vie. Joaillier respecté à Saint-Tropez, il appartenait à un univers concret, à l'abri des aléas du show-business. Leur relation, forgée dans l'épreuve, a duré près de 40 ans, un témoignage de fidélité qui contrastait cruellement avec la fugacité des amitiés de son ancienne vie. En 2010, 25 ans après l'accident, elle a de nouveau accepté de parler. Ces mots, rapportés par la presse, étaient ceux d'une femme qui avait fait la paix avec son destin. Elle qualifiait sa vie à Ramatuelle de paisible et heureuse. Elle reconnaissait sans détour son handicap, affirmant être toujours invalide à 80% et que sa vie avait complètement changé. Mais elle ajoutait une phrase clé, de ses 25 ans, je retiens ma résurrection et l'amour qui me lie à mon mari. Elle admettait que la colère l'avait longtemps rongée, que le sentiment d'injustice avait été tenace. Mais cette phase était terminée. Elle l'avait traversée et laissée derrière elle, non pas parce que le passé était réparé, mais parce que s'y accrocher l'empêchait de vivre. Ses enfants ont grandi, lui ont donné des petits-enfants, apportant à son existence une joie et une continuité que sa carrière, même au sommet, n'aurait jamais pu lui offrir. Puis, en mai 2024, alors qu'elle croyait le plus dur derrière elle, une dernière épreuve, la plus intime, est venue la frapper. Son mari, Jean-Louis Jullian, l'homme qui l'avait soutenu pendant sa convalescence, qui l'avait épousé dans son fauteuil roulant et qui avait été son pilier pendant près de 40 ans, est décédé. Cette perte a marqué une rupture dévastatrice. En raison de son propre état de santé fragile, Chantal Nobel n'a pas pu assister à ses funérailles. Cette absence, non pas choisie mais subie, a été d'une cruauté inouïe. La femme qui avait tout affronté se voyait privée d'un dernier adieu, un écho tragique à cette nuit de 1985, déjà, son destin lui avait été confisqué. Avec le temps, l'histoire de Chantal Nobel s'est simplifiée à l'extrême, une actrice au sommet,
Un accident terrible, une carrière brisée. Une chronologie factuelle que l'on croit connaître. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce qui reste dans l'ombre, ce qui n'a jamais été entièrement dit. L'accident lui-même, bien que jugé, conserve des zones d'incertitude. Maltaverne n'était pas un simple virage, c'était un piège connu, un de ces endroits sur la vieille nationale 7 que les locaux redoutaient. La vitesse a-t-elle été le seul facteur? Les conditions de la route ont-elles été sous-estimées? Sacha Distel lui-même parlera plus tard de bandes blanches plastifiées qui deviennent aussi glissantes que des flaques d'huile dès qu'il pleut. Ces questions n'ont jamais été publiquement rouvertes. La vérité judiciaire a suffi. Chantal Nobel, elle, a dû porter les conséquences, pas les spéculations. Ce qui a suivi est peut-être encore plus révélateur du système qu'elle a quitté. Sa disparition des écrans n'a pas été un choix de sa part, mais la conséquence d'un non-choix de l'industrie. Son handicap a été perçu comme un point final, pas comme une nouvelle donnée avec laquelle composer. On a admiré sa force, mais on ne lui a pas proposé de rôle. Le silence a remplacé le dialogue. Le public s'est souvenu d'elle, mais la profession, elle, a tourné la page. Et pourtant, la vérité la plus profonde de son histoire n'est ni dans le mystère de l'accident, ni dans l'accusation d'un système. Elle est dans la force silencieuse de l'endurance. Chantal Nobel a survécu à un effondrement qui lui a pris sa mobilité, sa carrière, et finalement, l'amour de sa vie. Elle s'est reconstruite sans jamais se plaindre, sans jamais monnayer sa souffrance. Elle a accepté ce qui était irréparable sans jamais renoncer à son immense dignité. Elle est devenue l'incarnation d'une forme de noblesse rare, celle de savoir disparaître quand le monde du spectacle, qui ne vit que d'apparence, ne voulait plus la voir. Son histoire nous force à nous poser une question, que reste-t-il d'une star quand les projecteurs s'éteignent? Dans le cas de Chantal Nobel, il reste l'essentiel, une femme, debout, dans le silence. Vous souvenez-vous de Chantal Nobel dans Château Vallon? Pensez-vous que sa carrière a été stoppée uniquement par l'accident, ou par l'incapacité du milieu du cinéma à intégrer la différence? Partagez vos souvenirs et vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines biographies.